C'était un homme ordinaire, mais transporté dans un monde parallèle, il devient le plus puissant artiste martial grâce à une compétence de triche de niveau supérieur. L'histoire commence quand l'ancien dieu de la guerre revient à la vie et qu'un homme de 28 ans, Fang Ping, est téléporté 10 ans en arrière dans un univers parallèle où les arts martiaux sont absolument tout. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve flottant comme un fantôme au milieu d'une bataille épique entre deux grands maîtres d'arts martiaux, Tai et Lai. Tai déchaîne son aura violette et projette Lai directement contre une montagne, utilisant une technique martiale puissante. Après cela, il commence à célébrer sa victoire, mais Lai lui montre qui est le patron en révélant sa technique cachée, le point du maître cheval céleste, et finit par anéantir complètement l'autre grand maître. Après ça, Fang Ping se retrouve assis à sa place en classe, trempé de sueur comme s'il venait de se réveiller d'un terrible cauchemar. Il regarde autour de lui, peinant encore à comprendre ce qui vient de se passer. Le professeur annonce que les inscriptions à l'examen d'arts martiaux commenceront demain, puis quitte la salle de classe. Il remarque ses camarades Yang Jian et Chen Fan et continue de les fixer. Les deux se retournent et lui demandent Ban Yuan pourquoi il les fixe ainsi, mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre camarade arrive avec une vidéo. Dans la vidéo, un homme nommé Li Dali, un guerrier de 3e rang, ne cesse de bluffer en risquant sa vie pour entrer dans la zone de combat des guerriers de 8e grade. Il dit aux spectateurs de se souvenir de son nom s'il finit par être tué, juste pour leur faire visiter les lieux. Fang voit le champ de bataille et réalise que c'est exactement le même endroit qu'il vient de voir, là où les deux grands maîtres se battaient. Toujours sans la moindre idée de ce qui est arrivé au monde et d'où venaient de toutes ces histoires d'artistes martiaux, il se précipite dans un cybercafé et commence à fouiller le web. Il apprend vite que c'est en fait un monde parallèle où les artistes martiaux règnent sur tout, et l'examen d'arts martiaux semble être un tournant majeur dans la vie d'une personne ici. Il sort du café après avoir découvert que les frais d'inscription sont d'environ 10 000 et que les pilules de vitalité dont il a besoin coûtent près de 30 000. En chemin, il tombe sur une affiche de recherche d'un artiste martial de 2e rang, puis se dirige directement vers sa maison au jardin Jingu. Il ressent une vague de nostalgie rien qu'en regardant l'endroit et trouve même une clé dans sa poche. Alors qu'il entre, sa sœur se précipite et exige qu'il lui rende l'argent qu'il lui a emprunté. Fang lui pince la joue et elle s'enfuit aussitôt pour se plaindre à leur mère. Fang voit ensuite son père entrer dans la maison et sourit en contemplant sa famille. Pendant le dîner, il dit à son père qu'il veut se présenter à l'examen d'arts martiaux. Son père se lève de table et revient avec une enveloppe pleine d'argent, lui expliquant à quel point ce choix est un engagement sérieux. La nuit, Fang écoute ses parents en douce pendant qu'ils font la vaisselle. Alors que sa mère mentionne qu'ils n'ont qu'environ 50 000 d'économies, son père lui dit qu'il empruntera des pilules de stimulation sanguine à l'usine car il ne veut pas freiner leur enfant. Le lendemain à l'école, les amis de Fang paniquent en apprenant qu'il s'est inscrit à l'examen d'arts martiaux, le qualifiant de pure bêtise. Leur professeur entre en classe et annonce que Wang Jingyang de leur école, qui est maintenant un véritable artiste martial, va leur rendre visite. Cela remonte instantanément le moral de toute la classe et juste à ce moment-là, le professeur demande à Fang, Wu et Yang de se rendre à la gare pour accueillir leur aîné. Plus tard ce jour-là, alors que Fang est allongé sur son lit, vérifiant les critères d'admission pour l'examen à venir, une goutte d'eau malodorante tombe sur lui et il réalise que la salle de bain d'en haut fuit encore. Juste à ce moment-là, sa mère l'appelle, lui demandant de vérifier les pilules de vitalité que son père a apportées. Fang se lève rapidement et les inspecte. Au moment où il tient l'une des pilules, une étrange sensation le traverse et il se retrouve dans un endroit inconnu. Un écran apparaît affichant quelque chose appelé une valeur d'art martial. Il revient brusquement à la réalité et commence à se demander si ce n'était qu'une hallucination. Il devient curieux et prend la deuxième pilule, atterrissant dans le même espace étrange. Cette fois, il est sûr que ce n'est pas un rêve mais quelque chose causé par les pilules de clé sanguine. Il réalise qu'il se tient au sommet d'une statue et regarde le panneau du système, confus quant à son contenu. Après avoir touché la deuxième pilule, la valeur d'art martial affichée semble doubler. Pensant que cela pourrait représenter la valeur marchande de la pilule, il tape sur celle écrite sur la deuxième ligne, indiquant l'énergie vitale. Une vive vague de douleur le frappe alors que la valeur d'art martial commence soudainement à chuter. Cette fluctuation soudaine de cailles et de sang attire l'attention d'un fugitif recherché qui semble retenir une femme captive. À peu près au même moment, l'aîné apprend que le criminel vient d'entrer à Gangshan et une fois qu'il en sortira, le traquer pourrait devenir impossible. L'aîné Wang se moque de l'informateur pour avoir effrayé la cible trop tôt et exige un demi-million de points d'art martial. L'histoire revient à Fang alors que ses muscles se contractent fortement. Et quand il vérifie les points d'art martial, ils sont tombés à 30 000 tandis que son énergie vitale a à peine augmenté d'un dixième de point, montrant un ratio ridicule de 100 000 contre 1. Il crie de frustration, se demandant combien de pilules il lui faudrait à ce rythme, et juste à ce moment-là, sa sœur fait irruption en lui hurlant dessus pour avoir crié comme un fou. Fang est impressionné que la pilule n'ait pas disparu après usage, et décide de nommer le lieu étrange à l'intérieur de la statue le système. Le lendemain arrive et Fang se dirige vers la gare avec ses camarades de classe pour accueillir leur aîné. Quand l'aîné Wang apparaît, l'un des garçons lui demande pourquoi il n'est pas passé par la sortie principale. Ce à quoi Wang cache rapidement le fait qu'il traquait le fugitif et prétend simplement être arrivé un peu plus tôt que prévu.
Alors que Fang se présente, Wang ressent la poussée d'énergie familière traverser son corps et dit au gars au sweat jaune qui n'arrête pas de se vanter que sa force égale celle de Fang. Ses camarades commencent à soupçonner qu'il a pris des pilules énergétiques, mais Fang trouve une excuse. Ils suggèrent à Wang de prendre le bus, mais finissent par marcher avec lui à sa demande. Une fois arrivé à l'école, Wang prononce un discours de motivation solide, galvanisant la foule. Avant de partir au coucher du soleil, il donne son numéro de contact aux juniors venus le chercher, leur disant de le contacter s'il rencontre des problèmes. Juste au moment où l'aîné Wang part, Fang se souvient soudain que le plafond de sa chambre fuit toujours, alors il se précipite pour s'en occuper. Il frappe à la porte du voisin du dessus et quand personne ne répond, il se tourne pour partir mais s'arrête en entendant un bruit de verre brisé. Il retourne immédiatement et commence à appeler sa tante Chen qui vit là. Juste au moment où Fang crie à nouveau, un homme ouvre la porte et le réprimande pour avoir fait une scène. Il dit calmement que tante Chen lui a loué l'endroit pour quelques jours. Fang mentionne la fuite du plafond venant de la salle de bain et suppose que le nouveau locataire pourrait savoir quelque chose. L'homme le regarde attentivement, essayant de savoir si le gamin sait qui il est vraiment, puis l'invite à entrer pour calmer le jeu. Fang se dirige vers la salle de bain et aperçoit un bandage taché de sang, réalisant instantanément qu'il est tombé sur le criminel recherché. Sentant que quelque chose ne va pas, l'homme propose de chauffer de l'eau et dit à Fang de s'asseoir. Le criminel évoque la prime, piégeant avec succès Fang pour qu'il révèle qu'il le connaît, mais avant que les choses ne tournent du mal, Fang parvient à taper un message à l'aîné Wang pour demander de l'aide. Juste à ce moment-là, Wang appelle et Fang décroche en panique, mais avant qu'il ne puisse dire grand-chose, le criminel le projette contre le mur. Fang est malmené et peine à se relever. Le criminel recherché réalise que la ville n'est plus sûre pour lui et pour effacer toute preuve, il se dirige droit vers la tête de notre héros. Mais juste à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produit, alors que Fang parvient à restaurer son énergie en échangeant des points via le système. Il esquive quelques attaques, essayant de reprendre le combat, mais finit par être projeté au sol à nouveau. Juste quand le fugitif est sur le point de déchaîner son mouvement le plus puissant, l'aîné Wang fait une entrée fracassante et frappe le gars si fort qu'il s'évanouit. L'aîné Wang vérifie si Fang va bien, puis explique l'histoire du criminel. C'est alors que Fang se souvient soudain de tante Chen et se précipite pour la sauver. Après avoir remis le criminel à la police, Wang donne un pouce levé à Fang pour avoir tenu tête au fugitif, dont le nom s'avère être Wan Bin. Fang sait que son système a joué un grand rôle dans ce combat, mais décide qu'il vaut mieux garder le secret. Wang lui remet les affaires du fugitif, disant qu'il pourrait en avoir besoin pour sa percée, et quand Fang demande à quoi servent les objets, son aîné explique joyeusement que les pilules de clé sanguine aident à augmenter la limite supérieure de l'énergie chi. Ensuite, il y a les élixirs de chi et de sang utilisés pour passer au niveau supérieur. Il mentionne également que chaque palier est divisé en 4 étapes plus petites et continue de le renseigner sur le reste des éléments essentiels. Juste à ce moment-là, la sœur de Fang apparaît, déversant une tempête de plaintes parce qu'il ne l'a pas cherché à l'école. Mais la seconde où elle aperçoit Wang, son visage s'illumine et elle se jette sur lui, suppliant pour un autographe. Après que Fang retourne dans sa chambre, il examine les objets et est soudainement renvoyé dans le système où sa valeur d'arts martiaux a grimpé en flèche à plus de 2000 000, ce qui explique pourquoi ses réactions sont encore plus intenses maintenant. De nulle part, le système commence à briller et Fang réalise que ce doit être une mise à niveau. Au moment où il pense simplement à augmenter sa vitalité, une douleur aiguë le traverse et il découvre que devenir plus fort est maintenant aussi facile que de devenir Goku. Le lendemain à l'école, le gosse riche commence à se vanter de la difficulté qu'il a eu à faire quelques pas jusqu'au centre de vitalité, ses parents lui ayant acheté la machine pour la vérifier à la maison. Il traîne ensuite Fang chez lui, voulant voir si ce que l'aîné Wang avait dit était réellement vrai. Le gosse riche dit à Fang de remuer ses émotions et d'essayer d'atteindre sa valeur maximale. Fang donne tout, atteignant une valeur de 113, ce que le gosse riche n'arrive pas à croire. Notre pauvre héros finit par passer toute la nuit là-bas juste pour convaincre le gosse riche que c'est aussi réel que possible et le jour du test arrive enfin. Au centre d'examen, l'examinateur prononce un discours préliminaire sur la fierté et l'avenir de la nation que représentent les artistes martiaux, puis passe à l'explication des règles. Il précise que quiconque obtiendrait plus de 112 points réussirait et leur dit de commencer. Tout le monde commence à crier à plein poumon, mais une fois que les autres se taisent, Fang continue de hurler comme un enfant refusant de s'arrêter jusqu'à ce qu'il se transforme en un personnage de Dragon Ball. Sa capsule de test s'illumine d'un rouge vif et l'examinateur semble stupéfait alors que le score monte à 149, ce qui est le même que celui obtenu par l'aîné Wang l'année dernière. Même le gosse riche reste sans voix, réalisant que Fang l'avait mené par le bout du nez toute la nuit. Après avoir réussi le test, Fang appelle son aîné et lui demande s'il est d'accord pour partager des informations sur l'université qu'il devrait viser. L'aîné Wang lui dit de se retrouver à l'arène sportive demain à 2h de l'après-midi. Cette nuit-là, quand le père de Fang voit ses résultats, il finit par pleurer de joie en voyant le chemin parcouru par son enfant. Toute la famille devient un peu émue, puis l'histoire passe au lendemain.
Wang félicite notre jeune homme pour avoir réussi l'examen et le présente à la fille de son professeur, Nini. Il lui dit d'attendre sur le côté et commence ensuite à penser à son maître, Zhang Qingman, qui est entré un jour dans un portail sachant pertinemment qu'il se refermerait derrière lui. Mais pour le bien de l'humanité, l'homme n'avait pas le choix. Juste avant de partir pour sauver un certain Shen Quan, le maître a confié la société d'arts martiaux à Wang Jinyang. Wang a tenté une ruse bon marché pour le faire rester, disant qu'il épouserait sa fille si l'homme ne restait pas, mais le maître a immédiatement mis fin à cela, le traitant d'impudent et le menaçant de lui casser les jambes puisque la fille n'était encore qu'une enfant. Revenant au présent, Wang lance une attaque surprise sur Fang et plaisante, lui demandant s'il est satisfait de ce corps chétif. Puis il redevient sérieux et lui présente les meilleures options universitaires, en soulignant 4 qu'il recommande personnellement car elles fournissent tout le nécessaire pour les percer sans frais. Après mûre réflexion, Fang décide d'opter pour la deuxième école, Mowu. Peu de temps après, le jour du départ arrive, Fang fait ses adieux à sa famille et sa sœur fait une moue de pleurnicheuse lui demandant de la prévenir dès qu'il aura trouvé une épouse. Alors que le train s'éloigne, elle court après, montrant clairement qu'il lui manquera. Pendant ce temps, Wang marche aux côtés de la fille de son maître, jurant de devenir plus fort pour pouvoir sauver Fang un jour. Fang arrive à l'université et est absolument époustouflé par l'entrée quand un gars aux dents acérées comme des rasoirs sort sa gigantesque épée et lui dit de ne pas croire qu'entrer à Mo le rend spécial. Alors qu'il essaie de deviner à quel stade Fang se trouve, Fang rit du manque de respect avec un sourire et demande s'il est son aîné, alors le gars aux cheveux bleus se présente comme Qin Fen. Mais quand Fang se présente et mentionne Nanjing, Qin fronce les sourcils alors que le visage de son rival Wang lui traverse l'esprit et lui dit d'arrêter de discuter si familièrement avec son aîné et de commencer à montrer un peu de respect. Alors qu'il s'éloigne avec un sac plein de ressources, Qin maudit Wang et jure de se perfectionner jusqu'à écraser les universités de Guang et de Nanjing. Plus tard à la réception, Fang montre son formulaire d'admission à la réceptionniste qui est surprise de voir qu'il a un tempérament osseux de 2e rang. Mais après lui avoir fait passer un test rapide, elle découvre qu'il a déjà atteint le 3e rang en un mois seulement, ce que seul un étudiant de 2e année a réussi jusqu'à présent. Tout le monde est stupéfait alors que la dame commence instantanément à exposer le protocole et a dit même à son aîné Jo Yeon de l'escorter. Après cela, elle les conduit à la zone 1 et explique que le paysage est volontairement époustouflant pour remonter le moral des étudiants lorsque la tâche devient accablante. À l'intérieur des dortoirs, Fang se dirige vers sa chambre et est agréablement surpris par l'espace immense qu'il a pour lui tout seul. Juste au moment où il commence à s'installer, un joli garçon blond en face, Fu Changding, entre et s'installe confortablement sur son canapé. Avec un sourire charmant, il demande d'où vient Fang et quand Fang dit Nanjing, l'attitude de Fu change rapidement alors qu'il demande s'il connaît le nom de Wang. Fu continue en expliquant comment Wang a fait des percées incroyables et a déjà battu les meilleurs combattants de 8 universités. Pendant que Fang sirote une boisson fraîche, Fu remarque qu'il a un tempérament osseux de 3e rang et est pris au dépourvu, son ton changeant à nouveau alors qu'il admet que leur force pourrait ne pas être si éloignée dans un vrai combat. Il dit ensuite à Fang de ne pas être en retard pour le discours de leur mentor sur le terrain 1-1 et lui lance un sourire effronté, lui disant de faire une entrée fracassante. Sur le terrain, Shin est entraîné par une femme pour repérer les nouveaux étudiants impressionnants et Fang apparaît avec son nouveau meilleur ami à la dernière seconde alors que l'horloge sonne 3 heures. Des portes d'acier s'ouvrent soudainement et un homme gracieux traverse le tumulte des étudiants et annonce que tout retardataire perdra la moitié des crédits accordés à l'admission, ce qui représente des dizaines de milliers de points d'arts martiaux pour avoir osé arriver en retard dès le début. Le directeur de l'académie Mowu précise qu'ils doivent apprendre à suivre chaque règle et que la vie ne sera pas remplie de roses et de rires pour ceux qui sont destinés à devenir des guerriers protégeant la nation. Il insiste sur le fait que rejoindre Mowu n'est pas leur apogée, mais le début d'une course infernale vers le fond. Sur ce, il appelle les instructeurs, qui font une entrée spectaculaire depuis le ciel l'un après l'autre, chacun plus impressionnant que le précédent. Alors que tout le monde reste figé d'admiration devant les 5 instructeurs, le groupe se présente en déchaînant de puissantes auras qui projettent la plupart des étudiants à terre. Prenant cela comme un défi, Fang se lève et riposte avec une introduction explosive de sa propre force, ce qui attire l'attention de la dame à l'air revêche qui en veut à sa famille et jure silencieusement de lui donner du fil à retordre. Juste à ce moment-là, Fu intervient, refusant d'être laissé pour compte, et les deux commencent à faire des pauses, Jojo exagéré tout en bravant les intenses vagues d'énergie qui les frappent. Leur confiance est si irritante qu'elle commence à taper sur les nerfs du garçon aiguisé. À ce moment-là, l'ancien directeur fait une entrée grandiose, rayonnant l'énergie chaleureuse d'1 mètre au corps doré, alors qu'il atterrit avec une aura maximale et une dignité impeccable. Fu réalise instantanément que l'homme est clairement un maître de rang alors qu'il se lance dans un discours sur l'héritage de l'université Mowu et quelque chose sur la lutte d'un guerrier. Il continue en expliquant comment les artistes martiaux d'aujourd'hui y manquent de la gloire de leurs ancêtres, puis regarde le ciel avec un air profond tandis que tout le monde se demande silencieusement ce qu'il raconte. Une fois cela terminé, le directeur annonce nonchalamment que tout le monde reçoit une pilule de caille et de sang de première qualité gratuite, ce qui fait célébrer la foule.
Juste après Fuyang, il lance une autre annonce disant que la compétition d'entraînement des premières années commence dans 20 minutes et ordonne à tout le monde de se rendre immédiatement à la salle d'entraînement. Fang panique en réalisant que tous les étudiants de première année, y compris Fu, sont maintenant ses rivaux. Dans la salle d'entraînement, Fang et Fu contemplent avec admiration sa taille massive alors que leur instructeur explique que sur les 9 étages au total, les étudiants de première année ne sont autorisés que sur les 4 premiers, décidera de l'université à laquelle il sera affecté à tester des compétences dans un étage différentes. Après que les 400 places soient remplies, perdra plus de la moitié de ses crédits. Tout le monde réalise rapidement que la compétition est essentiellement une bataille royale où chaque étudiant de première année est tourné contre l'autre. Une fois que l'instructeur ajoute que seules les armes en bois sont autorisées, Fang et ses amis sprintent vers l'entrée. À l'intérieur, les armes sont saisies et des combats éclatent partout. Sans perdre une seconde, Fang fait ses adieux et dit à Fu qu'il le verra au 4e étage. Il fonce droit vers les escaliers, repousse un gars qui essaie de l'aplatir, puis dépasse un autre trio de vierges en sueur que même des petites filles pourraient rebattre sans transpirer. En voyant tout le monde agiter ses armes comme des idiots, même au 2e étage, Fang commence à se demander si Wang s'était trompé sur les prétendus étudiants compétitifs de Mo Wu. Pendant ce temps, une fille aux cheveux argentés dans les escaliers repousse son adversaire comme une mouche agaçante, mais le rattrape en pleine chute seulement pour que le gars fasse un coup bas et la jette hors de l'escalier. Ses amis la rattrapent juste à temps et rendent justice instantanément à ce lâche sans colonne vertébrale. De l'autre côté, Fu charge à toute vitesse 4 gars comme une tondeuse à gazon, jusqu'à ce que 2 parviennent à le ralentir avec un combat décent. Mais de nulle part, le gros s'accroche à sa jambe comme si c'était un steak, donnant à son pote l'ouverture pour frapper Fu par surprise et mettre fin à sa série de victoires la même. À l'extérieur de la salle de contrôle, Qin fait les 100 pas furieusement jusqu'à ce que l'instructeur menaçant le surprenne à rôder et il sort rapidement l'excuse qu'il a besoin de la signature du directeur, même s'il n'est là que pour vérifier le gars à l'écran qui a atteint le 4e étage en premier. Mais il s'avère que son ami Zhao Lei l'a devancé. Juste après, la bande de filles arrive, clairement déçue que même si les gars sont censés être plus forts, il n'est finalement fait que du vent. Au fur et à mesure, les 4 places commencent à se remplir et Qin se moque que le soi-disant duo de costauds soit en retard. Après que Fu assomme un PNJ qui a osé défier l'entrée de Fang, cela laisse tout le monde absolument bouche bée. Il se moque de l'adversaire minable de Fu et déclare à voix haute pour que tout le monde entende qu'il n'a quitté Nanjing que parce que son aîné prétendait que c'était un vivier de talent, mais tout ce qu'il a vu ce sont des minables sans la moindre compétence. Cette insulte audacieuse sidère tout le monde et il commence à le traiter d'imbécile arrogant. Juste après, il regarde droit vers la direction qui observe et dit que les étudiants de Mo ne sont rien que de la racaille. C'est immédiatement suivi par une annonce au micro déclarant que quiconque vaincra Fang en 30 minutes gagnera un crédit tandis que les siens seront purement et simplement effacés. Fu se retrouve contraint de choisir son camp, mais il se souvient du code d'honneur entre potes, et avec ça, une bagarre générale éclate dans toute la salle. Les frères se tiennent dos à dos, repoussant les adversaires comme de vulgaires fourmis et accumulant les points. Voyant cela, la fille aux cheveux roses, Yang Xiaoman, charge et surprend Fang par sa force incroyable pour quelqu'un qui ressemble à une e-girl TikTok, et il finit par bloquer son coup imparable en utilisant le visage d'un autre gars juste pour survivre à l'impact. Juste après, Fu lui dit qu'il a besoin de temps pour que sa pilule d'endurance fasse effet et demande de l'aide, mais Fang disparaît en un clin d'œil, laissant son ami se faire complètement submerger. Pendant ce temps, la fille aux cheveux bleus dit à Zhao et Xiaoman de s'occuper de Fang, tandis qu'elle et Yongxi gèrent Fu et laissent les autres épuiser leur endurance. Avec ça, notre protagoniste est séparé de son partenaire et se retrouve encerclé par l'escouade d'attaque, alors que Xumei leur ordonne froidement de lui briser les jambes. Pendant ce temps, Fu repousse à peine la vague d'attaquants jusqu'à ce que Xumei encaisse un coup avec son front massif, le prenant au dépourvu et lui plante son genou dans le ventre. Au même moment, l'équipe de direction commence à analyser comment Fang est devenu si fort malgré son absence de famille ou de maître, et réalise finalement qu'il est l'apprenti de Wang Jingyan, qui fut lui-même l'élève du légendaire Zhang, l'homme qui n'est jamais revenu d'une mission il y a des années. De retour au combat, Fu est à terre et tout le monde est averti que perdre leur coûtera la moitié de leur crédit, alors ils se rapprochent tous de lui. Même si Fang ne veut pas révéler le système devant tout le monde, il glisse discrètement une pilule de santé qui fait monter ses statistiques et bondit dans les airs. Alors que la direction refuse de croire qu'un humain puisse absorber une pilule aussi vite, le chronomètre atteint 0 et Fang est déclaré vainqueur. Le directeur dit alors à tout le monde de se souvenir de leur humiliation et d'être à l'heure pour la sélection des mentors de demain. Le lendemain, Fang et son ami regardent tous les nouveaux se précipiter vers Tang Fang, la tête de lion, car ses techniques de boxe sont très populaires, mais Fang n'est pas impressionné et commence à regarder les autres instructeurs. Aucun d'eux n'attire son attention jusqu'à ce que ses yeux se posent sur une étrange plaque nominative. Il se souvient de la dame assise là comme étant la même femme excentrique des présentations. Alors que sa liste ridicule d'exigences l'irrite, elle l'interpelle soudainement, disant qu'elle est sa meilleure chance puisque les mentors populaires prennent généralement les aînés ivres et les juniors qu'il a humiliés, ce qui signifie que toute l'université lui en veut.
La dame donne à Fang une dure leçon de réalité, lui rappelant qu'il n'a aucun soutien ni lien familial comme Fu ou Zhao Lei, et dit qu'il devra suivre le même chemin difficile que l'aîné Wang. Fang comprend le message et demande ce qu'elle offre que les autres n'ont pas, alors elle lui dit qu'elle peut l'emmener là où même Tête de Lion ne peut pas. Après qu'il lui ait remis sa carte, Tang Fang ajoute nonchalamment que plus de la moitié de ses anciens élèves ont abandonné avant l'obtention du diplôme. Mais avant que Fang ne puisse reconsidérer sa décision, la dame sourit et l'enregistre comme son élève, et Sumi suit le mouvement. Après cela, Fu s'approche et dit qu'il se souvient de son nom comme étant Liu Fingru, une femme dure comme fer, encore plus brutale que Tête de Lion. Le lendemain, elle donne à Fang une leçon privée sur la culture de tous les méridiens de ses membres, en particulier ses jambes, car elles sont plus fragiles que des spaghettis trop cuits. Il avale ensuite les 3 pilules devant lui, ce qui durcit instantanément les os de ses bras. Après des heures d'entraînement intensif, il sent une puissance ardente monter dans son corps, ce qui s'avère être une percée. Liu lui dit d'amener Xiumi la prochaine fois et de commencer les techniques d'arts martiaux, tandis qu'il se réjouit d'atteindre le premier rang et demande ses bonbons de premier rang. Elle le remet vite à sa place pour lui rappeler que les pilules de vitalité ne poussent pas sur les arbres et le met à la porte. Le lendemain, Liu rencontre ses 2 nouveaux élèves et exécute un coup de pied à la Bruce Lee pour leur montrer à quoi ressemble une vraie frappe. Elle explique qu'un artiste martial approprié canalise le renforcement osseux en un seul point de frappe, puis dit à Fang d'essayer. Il enfile son pantalon de grand garçon et assène un coup de pied retentissant, seulement pour que le recul lui bousille le pied si fort qu'il ne pourra pas s'entraîner pendant des jours. Liu dit nonchalamment qu'elle a oublié de mentionner qu'il avait besoin de bottes en alliage pour ça. Plus tard, il se traîne jusqu'au département logistique avec des béquilles peinant tout le long du chemin. Il force le vieux grincheux qui somnole sans vergogne à la réception à se réveiller pour acheter des bottes, mais l'homme le regarde en plissant les yeux et lui demande ce qu'un estropié comme lui pourrait bien faire de nouvelles chaussures. Une fois que Fang a précisé qu'il était juste blessé, le vieil homme se penche complètement et dit que des bottes de rang, eux, lui coûteront environ 1,5 rein en crédit. Mais voyant l'horreur sur le visage de Fang, le gars lui propose une offre spéciale de Yeezys de randé pour le prix de 2 reins. Quelques jours plus tard, le trio se rend au club d'arts martiaux pour s'entraîner, mais fait demi-tour en le trouvant déjà occupé, seulement pour qu'une bande d'aînés interpelle Fang d'un ton désagréable. Un gars aux cheveux longs s'avance, disant que puisque Fang est lié à Wan, le gars qui a battu son frère, il va régler ses comptes avec son cadet. Subi avertit Fang de ne pas mordre à l'hameçon car il est toujours blessé, mais quand le gars le traite de lâche, Fang hausse les épaules devant le clown musclé qui se plaint de la raclée de son frère et accepte le défi, sachant qu'ils continueront à le harceler s'il recule maintenant. Il saute sur le ring et l'arbitre du club, une femme, intervient. Le premier adversaire se plaint que Wang l'ait mis au lit pendant 3 mois et lui ait coûté son 3e rang, mais Fang lui dit d'arrêter de jacasser et de commencer à se battre. Le gars furieux charge une aura ardente et son poing passe dangereusement près du visage de Fang alors qu'ils échangent de lourds coups. Fang assène un coup de pied solide, mais cela ne fait que peu d'effet sur le guide, qui riposte ensuite avec un coup de poing que Fang ne peut pas entièrement bloquer et qui lui brise presque les 2 bras. Sans lui laisser un instant pour respirer, l'homme pleut des coups de poing tandis que Fang esquive à peine et commence à supplier le gentil monsieur de ne pas lui fracasser le crâne puisqu'il n'a clairement aucune idée de comment se battre. Cette attitude hésitante énerve encore plus le gars, alors il lance un coup de pied circulaire éclair qui laisse Fang grand ouvert. Juste à ce moment-là, le professeur Lu lui rappelle de canaliser la transformation de la force à travers ses pieds et ce conseil lui permet de flotter dans les airs en utilisant la force. Il s'élance en un éclair et un coup de pied net à la poitrine envoie le grand gars au pays des rêves. Alors que Fang grimace de douleur, Longcheveux recommence à radoter sur son pauvre frère, mais Lu l'interrompt instantanément et le démasque en 4 points. Son frère n'était qu'une brute de bas étage qui s'est fait duper et a commencé à escroquer des juniors pour de l'argent, mais Longcheveux dit qu'il n'a pas peur de frapper un homme blessé pour se venger. C'est-à-dire jusqu'à ce que Wang franchisse la porte et dise aux perdants d'essayer de s'en prendre à quelqu'un de sa taille. Plus tard, pendant le dîner ce soir-là, Fang demande à Wang pourquoi il est soudainement apparu. Wang répond nonchalamment que c'était juste une coïncidence et l'attribue à son aîné Qin. Puis il parle à notre héros de la prochaine compétition nationale, d'échange de première année où 99 écoles d'arts martiaux s'affronteront pour des ressources et lui demande de se préparer à y participer. Le lendemain, dans la salle de conférence, les mentors discutent de la prochaine compétition d'arts martiaux qui est apparemment organisée par Mowu elle-même. Ils expliquent beaucoup que l'école qui gagnera recevra une augmentation massive de 20% de son allocation annuelle de ressources. Tang Fang dit aux étudiants de première année que pour que les choses soient équitables, ce sont eux qui concourront cette fois. Lu plaisante que si l'école veut vraiment des ressources, le vice-principal Wu Kuxin devrait simplement se battre lui-même. Tang l'a fait taire, expliquant comment les victoires constantes de Wang sur leurs étudiants de 3e niveau ont fait de l'école la risée et qu'il est temps qu'ils retrouvent leur fierté. Il ordonne ensuite aux 10 nouveaux étudiants d'atteindre le sommet de la force de premier niveau d'ici la fin du mois et de s'assurer qu'ils changent la donne. Peu après, l'entraînement commence et les novices se lancent dans une mission pour capturer des guerriers rebelles de haut niveau avec 30 par tête comme récompense. La mission se termine avec chacun d'eux recevant de nouvelles armes brillantes et Fang se retrouve avec une lance.
Pendant que Fang teste sa nouvelle arme, son professeur apparaît et lui dit d'arrêter de cultiver comme s'il essayait de tout casser. Elle lui donne ensuite une technique d'épée appelée l'âme d'éclat sanguin du gouverneur Zhang et lui demande de bien s'entraîner avec. L'histoire avance rapidement et le jour de la grande compétition arrive enfin. L'hôte fait une entrée spectaculaire, descendant du ciel et se révélant être Liu Orong. Il avertit la foule que ce n'est pas un concert de célébrités, alors il ferait mieux de ne pas causer de problème. Il s'avère que la sœur de Fang est également venue encourager son frère, et sans surprise, le gros youtubeur nommé Liu Dali, qui aime faire semblant de risquer sa vie pour du contenu de fans, est là aussi, parlant sans arrêt comme toujours. Yuan s'arrête pour rencontrer Fang avec quelques-uns de ses amis et découvre que son frère a été nommé capitaine de leur équipe. Tout le monde continue d'appeler Yuan présidente et quand Fang demande ce qui se passe, elle lui dit fièrement qu'elle a créé un club Yuan Ping et s'est nommée présidente avec lui comme vice-président. Fang trouve l'idée complètement ridicule, mais ce qui le dérange vraiment, c'est que ça aurait dû s'appeler Ping Yuan et non l'inverse. Il découvre aussi que le youtubeur, que Yuan appelle fièrement son journaliste, a d'une manière ou d'une autre rejoint leur équipe, espérant dénicher des informations croustillantes sur la compétition. La compétition démarre et un par un, le capitaine de chaque équipe est appelé sur scène. L'hôte présente le système de jumelage à l'aide d'un ensemble de boules de loterie, puis enflamme la foule en présentant les favoris pour la victoire. Le premier est l'adolescent en uniforme rouge de l'école d'arts martiaux de Jingdu, dirigé par son capitaine Han Su, qui est aussi le champion national d'arts martiaux en titre. Viennent ensuite les équipes vertes et jaunes de l'Alliance universitaire Marshall et de l'Alliance des 8 écoles. Enfin, l'hôte arrive à l'équipe de Mo, désignant leur capitaine Fang et disant qu'il semble être un parfait novice, à peine connu de quiconque. Tous les capitaines étant réunis, le tirage au sort commence. Ce qui aurait dû être une simple loterie devient soudain intense, tous les regards étant fixés sur les résultats. Alors que les boules roulent et se stabilisent, il est révélé que l'équipe bleue de Mo affrontera l'équipe jaune au deuxième tour. Alors que le match épique démarre entre les capitaines des équipes rouges et vertes, les combattants se présentent comme Han Hakshu et Sun. Sans perdre de temps, Sun lance un mouvement puissant dès le départ, se plongeant dans une bataille féroce contre Han Hakshu. Mais malgré l'agression, il égratigne à peine son adversaire. Il enchaîne avec une technique appelée taille avant, mais Han Shu esquive sans effort, contrant avec sa posture du vide. Les choses s'échauffent alors que Han Shu sort son mouvement signature, le combo soleil levant, mais à la surprise générale, Sun le repousse comme si de rien n'était. Alors que la bataille s'intensifie, Han Shu glisse dans un jeu de jambes fantomatiques, esquivant avec aisance ce qui aurait pu être une frappe fatale. En un clin d'œil, il apparaît derrière Sun, le prenant au dépourvu et enfonce son arme dans la poitrine de Sun. Serrant les dents de douleur, Sun s'accroche à la lance de Han Shu et le tire plus près pensant qu'il l'a enfin eu. Mais juste au moment où il semble que la situation a tourné, Han Shu renverse à nouveau le combat, ne laissant à Sun d'autre choix que de se rendre. Pendant ce temps, en dehors du champ de bataille, Kim dit nonchalamment à Wang que son junior Fang est le prochain et parie qu'il ne survivra même pas au deuxième tour. Mais Wang ne prend pas la peine de répondre beaucoup et lui dit simplement de s'occuper de ses affaires. Après une courte pause, l'hôte annonce enfin qu'il est temps pour le deuxième match. Yuan se précipite vers son frère en larmes, le suppliant de ne pas se battre, mais Fang sourit simplement et se dirige vers l'arène, se qualifiant de guerrier. La nouvelle du match à venir se répand dans tout le pays et tout le monde est en effervescence. Le père de Yun Fang a pris son jour de congé juste pour regarder le match de son fils. L'hôte lit la présentation de Fang mais se fige une seconde lorsqu'il remarque que la technique As de Fang est le légendaire rugissement du lion. Zhang Guanglin, l'adversaire de Fang, se moque et demande s'il sait vraiment l'utiliser, mais Fang le repousse, disant qu'il est toujours en train de rassembler de l'énergie et ne devrait pas être interrompu. Zhang le scanne et continue de repérer des défauts partout, mais plus il réfléchit, plus il commence à trouver que tout est suspect. Fang lâche nonchalamment son arme, forçant Zhang à adopter une posture défensive, mais ensuite il le taquine en changeant simplement de position, faisant passer le gars pour un clown. Zhang s'irrite et saute en l'air pour utiliser son coup de tonnerre, mais Fang le dévie comme si de rien n'était, montrant clairement qu'il l'avait tapaté depuis le début. Puis Fang fait quelque chose d'inattendu, séparant son arme en deux parties. La pièce cachée s'avère être un couteau phénix et Zhang devient instantanément nerveux. Alors que le combat s'intensifie, Fang charge et déchaîne la frénésie d'éclat sanguin, le mouvement que son professeur Liu lui avait demandé de maîtriser. L'attaque frappe net, envoyant Zhang, l'adolescent jaune, voler hors du ring. Fang brise l'arme de Zhang et le fait concéder, remportant le match en un rien de temps. La foule éclate et Fang aide son adversaire à se relever. Fu est excité, pensant que Fang le laissera passer ensuite, mais au moment où l'autre demande, ses espoirs s'effondrent, car Fang décide de continuer. Le gars de l'équipe jaune baisse la tête et s'excuse auprès de son capitaine d'avoir perdu son sang-froid. Mais le capitaine le rassure, disant qu'il a réussi à forcer Fang à révéler son atout et qu'un artiste martial du niveau de Fang ne devrait pas pouvoir refaire un tel mouvement sans temps de récupération. Juste à ce moment-là, Fang prend 2 pilules énergétiques, essayant clairement de masquer ses traces. Et ça marche, le capitaine croit que même 5 pilules n'aideraient pas quelqu'un à récupérer aussi vite.
Mais soudain, l'hôte annonce que l'énergie de Fang a non seulement récupéré, mais est plus forte qu'avant, le tout en moins de 20 secondes. Les grands maîtres qui observent d'en haut commencent à murmurer, réalisant que ce gamin doit avoir un physique monstrueux pour absorber des pilules aussi rapidement. Le capitaine de l'équipe jaune se tourne vers leur deuxième membre, Chen, et lui dit de viser le bas du corps de Fang car ce pourrait être sa seule chance de gagner. Sur ce, le deuxième round commence et Chen plonge sans même attendre une présentation. La bataille fait rage jusqu'à ce que, juste au moment où Chen commence à sentir qu'il a le dessus, Fang déclenche un coup de pied en 2 temps et l'assomme, s'assurant une deuxième victoire consécutive. La foule est en délire et quand l'hôte lui demande s'il veut toujours continuer, Fang fait un simple signe de tête. C'est alors que le capitaine de l'équipe jaune, Wei Bin, réalise qu'il a fait une erreur en sous-estimant ce gars. Ne voulant pas laisser à Fang le temps de récupérer, il saute immédiatement dans l'arène et lance une attaque à pleine puissance. Fang esquive à peine et se plaint de n'avoir même pas encore pris ses pilules. Un autre combat intense éclate, mais Fang étonne une fois de plus tout le monde en réalisant quelque chose de complètement inattendu. Il utilise l'état de position vide et plane dans les airs comme s'il volait. Même sa propre équipe et les invités d'honneur qui regardent d'en haut se demandent quand diable il a eu le temps de s'entraîner pour tout ça. Fang atterrit, affirmant nonchalamment que celle-ci sera une victoire facile, puis se lance dans un duel spectaculaire avec Wei Bin. Pendant un instant, on dirait un affrontement de toupies, tellement il tourne vite dans l'arène, puis les choses deviennent bien plus intenses. Wei Bin se renforce en utilisant une technique de super-héros, et l'impact pur de celle-ci le rend torse nu, révélant un corps musclé qui fait hurler la foule. Fang essaie d'interrompre le mouvement en pleine charge, mais ne parvient même pas à faire broncher le gars. La bête torse nu le bloque à nouveau et l'affrontement devient mythique. Wei Bin se transforme en un lion esprit rugissant, tandis que Fang prend la forme d'un féroce phénix bleuté. Leurs mouvements s'épuisent mutuellement à chaque frappe. La sœur de Wei Bin regarde le match à la télévision, encourageant nerveusement son frère. Les deux camps chargent pour un dernier coup de poing. Toute l'arène retient son souffle, mais quand la poussière retombe, c'est Fang qui est toujours debout. Il remporte le 3e round par défaut alors que les points de vie de Wei Bin tombent à 0, s'assurant une autre victoire insensée. Le lendemain, l'annonceur révèle les affrontements et annonce que l'équipe rouge de Jinhua affrontera l'équipe représentant Moa ensuite. Plus tard dans le vestiaire, Fang demande à Tang pourquoi il ne se bat pas et Tang explique que seuls 5 joueurs sont autorisés dans le match et que puisqu'il a déjà montré tous ses tours, il est temps pour les autres de garder leur carte secrète. Le reste du groupe insiste sur le fait qu'ils n'ont pas peur des faibles de Jinwoo, mais Tang rétorque qu'ils doivent garder leur vraie force pour les finales. La dame le soutient, ajoutant qu'ils n'ont pas encore vu de quoi l'équipe ennemie est pleinement capable. Au final, Tang laisse la décision à Fang qui choisit de respecter le conseil de l'instructeur. Cela réglé, l'équipe se dirige vers l'arène avec seulement 5 membres sélectionnés. La sœur de Fang et l'équipe adverse sont stupéfaites par son absence inattendue. Fu motive Shumi avec un discours d'encouragement et se vante qu'il est sur le point de retirer Hanshu en utilisant les arts du dragon de sa famille. Juste à ce moment-là, Fang entre dans l'arène et dit à son ami de rester concentré et de démolir l'ennemi. Juste après, le premier match démarre avec Tsumi qui entre pour affronter Shuji de Jinwoo, qui n'a pas perdu un seul round dans 6 matchs consécutifs. Il s'incline et se présente avant le début du combat et Shuji se jette instantanément sur elle avec sa lance, frappant fort et vite. Tsumi le bloque avec ses bras nus un instant mais est projeté en l'air quand il s'avère qu'il avait caché sa vraie force depuis le début. Tsum se remet au combat pour prouver qu'elle ne va pas se laisser faire facilement, mais les coups commencent à s'accumuler tandis que le capitaine ennemi explique que Shuji a accumulé suffisamment de points pour lancer 5 coups à pleine puissance comme celui qu'il a projeté. Xuji réduit l'écart en un éclair et elle encaisse son deuxième coup de plein fouet, ses os claquant fort alors qu'elle le repousse d'une manière ou d'une autre. Il récupère rapidement cependant et lance une 3e explosion à pleine puissance qui lui brise les os comme des brindilles et lui retire 60 points de vie. Sa durabilité ridicule commence à énerver le capitaine et Shuji, alors il revient avec une autre attaque à pleine puissance destinée à l'achever. Juste au moment où il pense avoir gagné, Ksumi le prend au dépourvu en crachant une flèche de sang directement au visage. Avec lui aveuglé, ils s'affrontent comme Naruto et Sasuke. Alors qu'il se donne à fond, elle finit par lui donner un coup de pied aux parties intimes si méchant que même Mike Tyson pleurerait. Tous les gars sur le ring tressaillent en silence alors que Shumi est déclaré vainqueur du premier round. Quand Fang apprend que ses os brisés la mettent hors service pour 3 longs mois, il entre dans une colère noire, remettant en question la pertinence de se retenir. Pendant ce temps, Fu déchaîné ne perd pas un instant et bondit sur le ring pour affronter Anuksu. Alors qu'il charge, Shu surgit soudainement derrière lui avec son pas fantôme furtif, tentant un coup sournois, mais Fu riposte habilement d'une frappe arrière impeccable. Shu ne faiblit pas, enchaînant avec une force brute, le propulsant au loin comme une plume et le faisant cracher du sang. Fu déploie la technique de lance de la famille Liu et projette un dragon sur Xu, qui le dévie d'un revers de main sans y prêter attention. Tandis que tous les regards suivent l'attaque vers la foule,
Fu profite de l'occasion pour surprendre Xu d'un coup de poing traître qui lui arrache quelques dents, mais Xu se ressaisit vite et achève le match d'un contre imparable. Alors que Fu s'éloigne, il fait s'esclaffer tout le monde et laisse Xiaoman déchaînée prendre le relais. Elle se jette sur Su à main nue, et pour l'affronter à armes égales, il lâche son arme pour la frapper de ses poings. Quand elle lance un coup, il l'attrape facilement et bloque son coup de pied sournois, avec ses quadriceps d'acier, surprenant tout le monde. Mais elle lui assène un coup de tête qui fait des merveilles, car personne à leur niveau ne renforce le crâne. Elle revient avec un coup de pied façon Jackie Chan qu'il riposte d'un coup brutal à l'épaule, mais Xiaoman prouve qu'elle est la plus forte en écrasant son front dégarni sur son crâne fêlé une fois de plus. Sur ce, Jinwoo envoie son troisième combattant affronter Zhao Lei. Pendant ce temps, Wang et Qian s'enfuient après que Wang ait dérobé un cristal géant pour des ressources afin de se renforcer et sauver son mentor. De retour dans l'arène, Zhao Lei donne tout ce qu'il a, mais l'adversaire esquive sans effort chaque mouvement et le met KO sans le moindre effort. Juste après, le même gars provoque le dernier de l'équipe de Fang, le cloue au sol d'un coup de poing désinvolte, anéantissant les espoirs de Mo pour les finales. Le gars s'éloigne en riant, allumant une flamme ardente en Fang. Après avoir été anéanti par Jingwu, Fang Ping use d'une manœuvre astucieuse et parvient à attirer Lai Jiaxu et Cao Yekai dans une formation en triangle. Contre toute attente, ils éliminent l'alliance de l'université Wu au tour éliminatoire, s'offrant une ultime chance de remporter la compétition. La plupart des membres de l'équipe gisent comme des guerriers à moitié morts sur des lits d'hôpital. C'est alors que le maître à la tête de lion apparaît et entame un discours galvanisant classique. Il dit à Fang de remonter le moral de l'équipe et Fang s'exécute aussitôt. Un homme demande au maître Tang qui seront les 3 finalistes, mais Tang laisse la décision à Fang. C'est alors que Young-si prend la parole, réclamant sa chance. Son maître n'est pas enchanté, mais Fang la soutient et la désigne pour affronter Jin Lei. Le combat entre Mo Wu et Jingwu déchaîne les passions en ligne, les fans du monde entier se demandant qui encourager. Le taux de soutien de Mo Wu chute vertigineusement, mais en un clin d'œil, la première confrontation est annoncée. Jin Lei affronte Zhang de Jingwu. Ils entrent tous deux avec l'allure de boxeurs professionnels et après une intro rapide et formelle, Jin fonce droit devant sans perdre un instant. Zhang se prépare à un choc frontal, mais Jin surgit de nulle part, se glisse sous lui, freinant sa course en frottant ses gants au sol pour créer de la friction. Il inverse sa course en plein mouvement et frappe par derrière, révélant ainsi que vitesse et agilité sont ses atouts majeurs. Zhang est violemment touché et se met à saigner, mais le colosse gagne en puissance et renverse soudainement la situation alors que Jin touchait au but, offrant la première victoire à Jingwu. Il persiste pour le deuxième round avec une attitude flamboyante et c'est alors que Chen Young-si entre en scène. En arrivant, elle s'inquiète pour lui et lui conseille de se retirer, mais Zhang la prend de haut, la croyant une frêle jeune fille, et déclenche un brutal coup de poing canon qui la met presque KO sur le coup. Mais au moment où l'arbitre s'apprête à déclarer la fin, un miracle se produit. Sa pilule de revitalisation fait effet et elle se relève, remportant la manche par forfait alors que Zhang s'écroule d'épuisement. Le score étant à égalité, Fang Wenxing entre en scène sans préambule et déchaîne une rafale de coups. Yang-si cesse enfin de se retenir et se lance à corps perdu. Avec sa technique de combat de niveau intermédiaire, les 18 coups de pied enchaînés, chacun frappant fort et déséquilibrant Fang Wenxing. Mais avant qu'elle n'achève son combo, l'homme lui saisit la jambe et la projette au sol, puis déploie une technique secrète de la famille Dongfang qui pourrait bien lui être fatale. Au dernier moment, Fang Ping intervient, parant l'attaque, la sauvant et concédant la manche. Il affronte ensuite l'autre Fang et l'humilie sans pitié d'avoir osé croire pouvoir l'emporter dans un état si affaibli. Ceci réglé, il est temps pour l'ultime affrontement entre les capitaines d'équipe. Han Su entre en scène et se lance dans un combat effréné contre Fang, qui tente à nouveau sa frénésie sanguine, mais Han riposte avec sa propre technique, l'arrêtant en plein vol. Alors que Han prend l'avantage, le commentateur tente de le provoquer, mais Fang le fait taire en plein combat, affirmant qu'il n'est pas dominé. Fang sépare à nouveau son arme et tente une autre attaque puissante, mais Han déjoue son plan et lui assène un coup précis qui le blesse. Fang simule rapidement la prise de pilule et utilise secrètement son système pour restaurer son énergie, prêt pour la manche suivante. Pendant ce temps, le seigneur Wang et Qin se reposent sur leur lit d'hôpital, leurs os en pleine convalescence, discutant qu'il est impossible de récupérer autant de vitalité en avalant quelques pilules. De retour dans l'arène, Hu se prépare et déchaîne une rafale d'attaque sur notre héros, le projetant au sol, le laissant à terre, à peine capable de bouger. Alors que tout semble perdu, Fang se retrouve soudainement flottant dans une lueur bleu-vert au sommet de la statue du système. Il se concentre intensément, cherchant une issue à ce combat perdu d'avance, puis, de nulle part, il récupère entièrement, comme s'il avait pris une pilule de résurrection. Han lui dit que son ancienne technique de frénésie ne servira à rien, mais Fang refuse de céder.
Il riposte avec une nouvelle technique, le tigre brise l'armée et l'enchaîne avec des coups encore plus brutaux, renversant le cours du combat et s'adjugeant la victoire. Cela marque la fin de la compétition de 3 jours, la victoire écrasante de Fang contre Aksu lui vaut une multitude de prix et l'annonceur déclare qu'ils se retrouveront pour la deuxième partie après les fêtes du Nouvel An. Fang comprend qu'il ne doit plus prendre la compétition à la légère, il met à profit chaque seconde pour s'entraîner intensément et se renforcer sans dépendre du système. Plus tard dans la journée, Fang sort avec sa sœur et ses amis du dortoir, rentrant chez eux, discutant de la nécessité de le suivre s'ils ne veulent ne pas être distancés. En chemin, il accule le gros homme cupide à propos de cette prétendue couverture exclusive qu'il n'a jamais fournie et exige une juste part de ses bénéfices en guise de compensation, ce qui fait que le type se liquéfie presque avant de prendre la fuite. À cet instant, Fu et les autres le rejoignent et son ami annonce qu'il est entièrement rétabli. Wak Seoman arbore un sourire narquois et déclare que quiconque n'atteint pas le 2e rang d'ici la rentrée scolaire est officiellement gay, lançant un regard appuyé à Yongse. Sur ces mots, ils se saluent tous et Fang se dirige vers le train. À bord, sa sœur s'étonne qu'il n'ait terminé que 6e du tournoi, mais il minimise l'importance. S'étant introduit discrètement dans la salle de contrôle, il a découvert qu'il est désormais de 2e rang, ce qui stupéfie son camarade. Malgré leur enthousiasme, il leur demande de garder le secret pour l'instant. Son camarade plaisante en disant qu'il rattrape Vine, mais Fang rétorque que Vine vise déjà le 4e rang et d'un coup, il est de nouveau motivé à suivre les traces de son grand frère. Fang est empli de joie en rentrant chez lui, observant les festivités et constatant que rien n'a changé. Il signe des autographes à des enfants dans la rue et la journée s'achève sur des retrouvailles émouvantes avec ses parents. Le lendemain matin, il part se promener quand l'agent qui a emmené le criminel le salue et lui annonce nonchalamment qu'en récompense de son rôle dans la chute de Wang Bin et de ses excellents résultats à la compétition d'arts martiaux, la ville a décidé de le soutenir en lui offrant un studio dans le quartier UP où sa sœur étudie, ce qui laisse Fang bouche bée. Il appelle aussitôt Wong pour lui demander pourquoi il n'a pas réclamé sa part alors qu'il a le plus contribué, mais le cultivateur d'aura senior dit n'en avoir pas besoin et fait remarquer que Fang pourrait utiliser cet espace supplémentaire pour s'entraîner librement sans déranger sa famille. Fang lui propose un repas pour le remercier, mais Wong, débordé de travail, promet de le revoir bientôt. Sur ces mots, Fang emménage dans l'appartement de classe Guksha avec sa famille, et ils s'y installent ensemble, emplissant le lieu d'une énergie paisible tandis que les fêtes du Nouvel An s'écoulent. Après les fêtes, Fang révèle qu'il est désormais 2e rang, ce qui stupéfie tout le monde. À cet instant, un vieil ami l'appelle, l'invitant à Nanwu, et il accepte, n'ayant pas vu Wang depuis longtemps. Fu demande de quoi il retourne, et Fang leur dit qu'ils peuvent tous venir, ce qui enthousiasme tout le monde pour le voyage. Dès que l'équipe arrive à Nanwu, ils sont impressionnés par l'élégance et la propreté des lieux. L'atmosphère sereine fait même dire aux dames à quel point c'est apaisant, mais ce calme est de courte durée car un fauteur de troubles fait irruption, proférant des injures et tentant de créer des problèmes. À cet instant, Wei arrive, accueillant chaleureusement son cadet Fang ainsi que le reste du groupe à la prestigieuse université de Nanjingwu. Il demande nonchalamment à Fang s'il a déjà atteint le sommet du 2e niveau, puis lance une suggestion espiègle. Il souhaite que Fang humilie les étudiants de l'homme comme il l'a fait avec Mo lors de sa visite. Wang explique que les étudiants d'ici sont devenus trop complaisants et qu'un électrochoc serait utile pour raviver leur motivation. Pour cela, il invite Fang à participer à un match d'entraînement de 2e niveau contre l'équipe de Nam. Bien que Fang tente d'abord de refuser, ses coéquipiers s'enthousiasment et Wang, pour le convaincre, ajoute des pilules en récompense. Notre héros finit par céder et accepte. Fang appelle son maître à tête de lion, Tang, et tente de l'amadouer pour qu'il envoie une 50aine de pilules de 2e rang. Tang explose de rage face à cette demande exorbitante, mais finit par accepter d'envoyer un lot de pilules de 1er rang ainsi que 5 de 2e rang. Pour galvaniser ses camarades, Wang suggère audacieusement au directeur d'expulser 90 étudiants de Nanwu s'ils échouent face aux étudiants de 2e rang récemment promus de MOU. Il soutient que cela permettrait à l'école de concentrer ses ressources sur la formation d'une élite de guerriers qui ont la véritable volonté de se battre, au lieu de gaspiller du temps avec des tirs au flanc démotivés. La proposition provoque un véritable tollé à Nanwu. Le directeur, à la surprise générale, accepte sans grande hésitation. Wang déclare ensuite les règles de la bataille simulée qui sont d'une simplicité enfantine. Le vainqueur reste, le perdant s'en va et le dernier debout sera déclaré vainqueur. La tension est palpable, le combat débute alors que l'étudiant de 3e année de Nanwu, Chen Pengfei, affronte Zhao Lei de 1re année de Mo. Cependant, le match est une formalité pour Zhao Lei qui s'assure la victoire sans effort. Refusant un autre round, il se retire et Fang se prépare pour le 2e combat, tenant sa promesse au senior Wang. Dès que Fang monte sur scène, une vague de tumulte éclate à Nanwu. Les étudiants murmurent, incrédules, se demandant comment ce type a pu progresser si vite. Pour l'affronter, Mini Lanka entre en lice. Fang la provoque aussitôt en plaisantant que son nom signifie « feuille de légumes pourris », ce qui pousse Lan à se jeter sur notre héros, furieuse. Elle se montre agressive, mais Fang la domine sans effort, et alors qu'elle se moque de lui pour sa lâcheté, il renverse la vapeur et la projette hors de la scène, la forçant à fuir et à abandonner.
Ensuite, un homme aux cheveux gris entre dans l'arène, mais avant qu'il ne puisse se présenter, Fang l'interrompt, déclarant qu'il ne retient pas les noms des faibles. Ce combat se termine en un éclair, puis un nouveau challenger entre en scène, enflammé de vives flammes rouges. Fang reconnaît en lui un adversaire de taille, il jette son arme et se bat à main nue. Ses poings saignent à chaque frappe, mais l'adversaire ne scie pas, se contentant d'encaisser les coups. Cette fois, le combat dure un bon moment et comme Fang a fait preuve de légèreté, il se retrouve dans une position délicate. La technique du cheval de feu de son adversaire le cloue au sol, laissant notre héros acculé sans espace pour bouger. Fang encaisse le coup de plein fouet et est projeté au loin, tel un débris calciné, mais se relève et se jette sur son ennemi qui lui assène un coup de poing à l'estomac. Désespéré, il déchaîne toutes les attaques qu'il connaît dans une frénésie incontrôlable. Alors qu'ils échangent coup après coup, l'inquiétude gagne la foule, puis les deux libèrent toute leur énergie et s'affrontent si violemment que la foule frémit. Alors qu'ils semblent sur le point de s'arrêter, Fang, à court d'énergie, lui assène des coups de tête répétés sur le crâne de Xiang, l'achevant comme un chien enragé, puis hurle au prochain minable de se présenter. Wang intervient et lui dit que c'est suffisant, puis interpelle la foule, demandant si quelqu'un ose le défier. Face au silence, il déclare dégoûtant qu'ils soient devenus si faibles et leur enjoint de retrouver leur honneur en écrasant la racaille de mots, ce qui galvanise la foule, exactement comme Wang l'avait toujours prévu. Le lendemain à l'école, Fang se rend au bâtiment d'entraînement où le professeur Lu lui a donné rendez-vous. Il voit Qin terrasser un adversaire et projeter l'autre au plafond, comme une balle de baseball. Un PNJ du niveau de Fang défie ensuite Qin, qui démontre la puissance du 3e rang, imperturbable même face aux coups de pied à son entrejambe d'acier. Après sa démonstration, Qin aperçoit Fang et dit au dernier adversaire que son junior préféré le remplacera, mais le professeur Lu le projette contre le mur d'un coup de poing brutal pour avoir endommagé les biens de l'école. Elle dit à Fang de la suivre, ignorant totalement le jeune homme à moitié mort. Pendant qu'il marche, elle explique que le centre d'entraînement était conçu pour les percer, et dans la salle d'attente, elle détaille comment les guerriers de 3e rang, comme In, sont du titane partout, sauf au cerveau. Pour atteindre ce niveau, Fang doit affiner non seulement ses os, mais chaque parcelle de son corps, pour acquérir la puissance démesurée du 3e rang qui lui permettrait d'anéantir quelqu'un comme Pu Jiang d'un seul coup. Sur ce, l'homme au comptoir escroque Fang de tous ses points sans la moindre négociation possible, et Fang se dirige vers la salle d'entraînement. Après s'être assis, il se concentre avec une intensité démoniaque, ses yeux brillent comme ceux de Superman tandis que ses points de vitalité chutent et qu'une aura monstrueuse l'enveloppe tel un Goku sous stéroïdes, laissant Lu stupéfaite réalisant qu'il pourrait être un futur maître. Ses méridiens s'alignent si rapidement que même Fang est stupéfait par cette percée soudaine. Il déclare que ses énergies débordent et demande à son mentor quelques-unes des meilleures pilules. Mais elle lui répond de ne pas rêver. Cette nuit-là, le vieux sage doré s'inquiète car Bai et les autres ne sont toujours pas revenus de leur mission secrète dans le monde souterrain et devront bientôt révéler la vérité. Le directeur décide d'envoyer tous les combattants de 2e rang, se demandant en silence si les jours paisibles de l'humanité touchent à leur fin. Pendant ce temps, Fang se rend à son premier cours souterrain quand Young-si l'interpelle soudainement, lui demandant s'il a vu son professeur Bai. À cet instant, quelqu'un annonce que les survivants ont atteint la porte sud. 2 camions entrent lentement et les infirmières commencent à décharger des corps sans vie dans un silence pesant. Young-si aperçoit enfin son mentor et sourit jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il ne reste qu'une chemise déchirée et ensanglantée là où se trouvait son bras gauche. Alors que les étudiants restent figés par l'horreur, le vieux sage doré et quelques autres maîtres descendent des airs. Il a l'air un peu sombre, mais tente d'alléger l'atmosphère, disant que le simple fait d'être revenu vivant est déjà une victoire. Bai se tourne vers Lu et lui demande de prendre en charge la formation de Young-si, ce qui fait monter les larmes aux yeux de la pauvre fille qui demande si son maître ne veut plus l'enseigner. Lu explique doucement que Bai a subi de graves blessures internes et aura besoin d'au moins 2 à 3 ans pour se rétablir. À cet instant, un autre homme descend du bus et annonce que les forces souterraines de Lanzwei se sont rebellées, leur coûtant la vie de 6 précieux guerriers. Le vieux sage doré s'avance, lui ordonnant d'organiser des funérailles dignes et de prendre soin des familles des héros. Observant la scène, Fang est complètement perdu, se demandant ce qu'est cette histoire souterraine et quel secret ce lieu soi-disant recèle. Au fil de l'histoire, tous se rassemblent devant les tombes des puissants héros qui ont sacrifié leur vie pour la noble cause et lèvent le coude en signe de salut avant de fondre en larmes. Le lendemain, la mentor féminine enseigne aux étudiants tous les détails essentiels sur les cavernes souterraines. Elle explique que la première entrée documentée des cavernes fut découverte il y a environ 800 ans lorsqu'un tremblement de terre dévastateur frappa Sicyan et que le sol s'ouvrit causant d'innombrables victimes. Les chroniques de l'origine révèlent que le premier portail, ouvert par pur accident, a permis aux créatures souterraines de découvrir le monde d'en haut avec des pouvoirs dépassant ceux d'un guerrier de 9e rang et allant au-delà des capacités humaines. Fang demande au professeur pourquoi ils ne peuvent pas simplement traverser le portail. Elle lui répond que briser l'isolation spatiale aurait un coût exorbitant, bien que des recherches récentes montrent que cette isolation s'affaiblit constamment depuis l'apparition du premier portail.
Elle ajoute qu'il existe actuellement 22 portails non interconnectés et que d'autres informations restent inaccessibles, tout en soulignant que le nombre d'êtres souterrains dépasse de loin celui de l'humanité et que la zone regorge de ressources d'une valeur inestimable. Après le cours, Bai s'approche de nouveau du maître Lu, la suppliant de prendre Young-si comme élève. Lu hésite un instant mais finit par accepter de donner une chance à la jeune fille, puis demande doucement à Bai de partir en raison de sa santé déclinante. Alors que Bai s'éloigne, Liu se tourne sévèrement vers Young-si, l'accusant de gaspiller des ressources. Fang intervient pour la défendre, mais Liu détourne rapidement son attention vers lui, lui demandant pourquoi il n'a trempé que 6 pièces jusqu'à présent. Fang verse ses meilleures larmes de crocodile, prétendant que sa famille escouade est trop âgée et qu'il dépend énormément de ses pièces pour progresser. En l'entendant, Lu s'attendrit et lui offre des ressources avant de lui remettre un parchemin. Elle lui dit d'attendre à l'entrée du district sud et de le remettre à un vieil homme aux cheveux blancs qui sortira du monde souterrain. Elle demande aussi à Fang de dire à l'homme que sa fille l'aime toujours et qu'il devrait rester à ses côtés. Dès que Fang se voit promettre assez de ressources pour se sentir riche, il se précipite chez le commerçant, se vantant fièrement d'avoir désormais plus de 1000 crédits. Il exige en échange une pilule de vitalité de 3e grade de la plus haute qualité. Le vieil homme de la boutique comprend vite que Liu lui a donné tant de points et quand il demande curieusement ce que Fang a fait pour les obtenir, Fang lui tend joyeusement le parchemin. Le vieux sage y jette un œil et marmonne que la personne mentionnée n'est pas seulement son mentor, mais aussi son ennemi juré, nul autre que le seigneur du royaume de 9e grade de la grotte de Modu. Fang se fige, réalisant qu'il a été complètement berné, joué comme un pantin. Alors que la nuit tombe, Fang s'accroupit dans les buissons avec ses amis et il repère un mouvement suspect près de l'entrée. Fang soupçonne que la personne pourrait bien être le père d'Ismander. Et juste au moment où l'homme aux longs cheveux blancs apparaît, Fu s'avance et lui tend la lettre, lui disant que Liu s'ennuie terriblement de lui. Le vieil homme lève les yeux et demande confirmation, alors notre jeune héros sort de sa cachette et hoche la tête, confirmant. Sans un mot, l'aîné aux cheveux blancs envoie Fang valser d'un simple revers de main et disparaît sur le champ, laissant Fu complètement figé, tentant désespérément de comprendre ce qui vient de se produire. Le lendemain, Fu explique à Fang que l'individu qu'il a affronté la nuit dernière n'était autre que le redoutable roi serpent Wu Kusan, classé 47e, et le vice-principal de Mo. Il dissipe toute confusion, précisant que l'homme n'était pas le père de Liu, mais bien son époux, et qu'ils avaient même eu une fille ensemble, ce qui est surprenant. Fu ajoute que selon son père, le principal Wu a un jour entraîné sa fille dans une mission souterraine et a fini par la perdre, contraint de la regarder mourir impuissant. Plus tard, alors que Fang est en plein entraînement, son mentor et le vice-principal arrivent chez le commerçant. Le roi serpent observe attentivement, surpris lorsque Fang utilise son énergie mentale pour capturer des particules d'énergie, une capacité que seuls les guerriers de 6e rang peuvent généralement maîtriser, bien que Fang ne soit qu'au 3e rang. Voyant cette démonstration miraculeuse, les mentors réalisent rapidement que leur élève est l'un de ces rares et puissants guerriers mutants. Une fois qu'il a terminé, Fang annonce joyeusement qu'il a atteint le sommet du 3e rang, ce qui lui vaut l'approbation de son maître. Elle lui dit de revenir plus tard afin qu'elle puisse lui enseigner des techniques avancées. Le lendemain, Fang commence une séance d'entraînement intense sous la direction du maître Lu. Finalement, le grand jour arrive et tous les jeunes étudiants se préparent pour leur descente dans le monde souterrain. Leur mentor et les geysers dorés se présentent pour les saluer, leur donnant des mots d'encouragement et leur rappelant le devoir et la responsabilité qu'ils portent dans ce voyage vers la tanière. Alors qu'ils se préparent à partir, les anciens leur font leurs adieux, espérant les revoir revenir en un seul morceau. Après avoir atteint la destination, Tang Fang dit à tout le monde de prendre leurs essentiels et les escouades se dirigent ensemble vers le poste de contrôle militaire où il montre son permis à un soldat clairement de son niveau. Avec cela, tout le monde se dirige vers la salle de mission souterraine où des guerriers de partout se rassemblent pour échanger du butin contre des objets utiles. Après cela, ils se dirigent vers la grande porte en alliage qui sépare la base du monde souterrain, construite pour empêcher toute chance d'invasion. Après qu'un type ressemblant à Jack Sparrow leur ait accordé l'accès, il dit à Fang de ne pas se faire tuer et Tang explique que la porte ne permet qu'à une seule personne de passer à la fois. Alors que le groupe se dirige vers une pièce où il monte les escaliers vers un vortex rouge effrayant, Fang s'approche directement et y glisse son bras, effrayant tout le monde en faisant semblant qu'il s'est cassé avant d'admettre qu'il a exagéré. Cela met Xiaoman tellement en colère qu'elle lui donne un coup de pied sauté, style Chuck Norris, directement dans le passage interdimensionnel entièrement fait de particules d'énergie. Alors que Fang envisage de toutes les absorber, Tang le prévient rapidement de se calmer, sinon il fera s'effondrer tout le passage, puis explique que la passerelle devient instable de jour en jour, et si la Terre se connecte directement au monde souterrain et qu'ils ne parviennent pas à tenir la ligne, l'humanité est perdue. Fang réalise que cela piégerait tous ceux qui sont déjà à l'intérieur, sans aucune chance de retour, pas même leur corps, et avec une pensée lourde, tout le monde entre. À l'intérieur, Tang leur présente une puissance de 6e rang du monde souterrain, le général Sue, qui prend les devants et les guide jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit délabré, appelé Hope City, qui tient à peine avec le strict minimum pour que les artistes martiaux puissent y vivre.
Le général Exu poursuit en expliquant que la ville de Tiamen lance des opérations militaires contre Hope City plusieurs fois par an et qu'ils ont toujours été sur la défensive jusqu'à présent. Mais cette fois, dit-il, il est temps pour Hope City de riposter. Le plan est d'envoyer des escouades de guerriers dispersés pour éliminer les petites unités ennemies autour de la zone et il avertit les étudiants qu'il s'agit d'une véritable bataille de vie ou de mort, tout en précisant que leur première tâche est simplement de se familiariser avec le terrain et de suivre les ordres à la lettre pendant qu'ils sont dans le monde souterrain. Alors qu'ils quittent la ville derrière eux, Tang expose les dures vérités du monde souterrain, brossant un tableau sombre de ce qui les attend. De plus en plus impatient, il déclare soudain qu'il emmène les 3e rangs plus profondément seuls et leur dit d'un air sérieux qu'ils ne peuvent pas se permettre de se déplacer lentement et que les étudiants devront se débrouiller seuls une fois qu'il les aura conduits dans la nature. Fang soutient que c'est trop risqué pour son groupe, mais Tang lui rétorque qu'il devrait partir seul s'il est si inquiet et se battre réellement au lieu de simplement traîner. Fang réplique que c'est sa première fois ici, mais Tang le coupe et lui demande pourquoi un guerrier de 3e rang est si effrayé et s'il est vraiment heureux de montrer sa force à des camarades de classe inférieure alors que son mentor, Wang, affrontait déjà des monstres de 4e rang au même niveau comme un vrai guerrier. Tang le traite de grande déception et de gâchis de talent qu'il refuse de reconnaître, rappelant à Fang que son but est de servir l'humanité. Fang répond qu'il n'a pas peur de risquer sa vie, alors Tang le défie de le prouver et s'éloigne avec les autres étudiants. Plus tard, alors que le guide avertit tout le monde de rester prêt, Nangshi remarque qu'elle n'a pas vu Fang depuis un moment avant qu'il ne réalise qu'il est porté disparu depuis un certain temps. Sur son détour, Fang découvre bientôt qu'il est complètement bloqué lorsqu'un habitant des cavernes surgit soudainement des buissons avec une attaque surprise, style Assassin's Creed. Il dégaine son arme, mais la créature se retire dans les hautes herbes. Restant vigilant, Fang se met à l'écoute de son environnement et tire un éclair d'énergie qui l'abat instantanément. Il est surpris de leur apparence humaine et vérifie sa plaque d'identité qui porte la marque de Taiyaman City, puis arrache une pierre d'énergie du cadavre. Alors qu'il recule, un trio de guerriers apparaît pour vérifier le corps, mais quand l'un d'eux incline légèrement la tête dans la direction de Fang, il réalise que le jeu est terminé. Alors que les guerriers chargent au Fang, armes au poing, notre jeune homme passe à l'action et lance une attaque qui est instantanément déviée. Sans perdre une seconde, il s'élance dans la direction opposée, filant à travers les arbres comme un singe. Le trio le poursuit et bien que Fang essaie de frapper en plein air, aucune de ses attaques ne porte. Réalisant que l'attaque ne suffira pas, il canalise son énergie dans ses jambes pour augmenter sa vitesse et son agilité. Pendant que Fang est occupé à échapper au trio assoiffé de sang, le doyen et les autres s'inquiètent qu'il ne s'éloigne trop, compliquant la mission. Heureusement, Fang parvient à se débarrasser du trio. Mais juste au moment où il est sur le point de reprendre son souffle, un renard massif à la peau de léopard et au corps doré étincelant, connu sous le nom de roi de la ruse lin, lui barre le chemin. Avant que Fang ne puisse réagir, le trio tente de lui sauter dessus par le haut, espérant le prendre au dépourvu, mais au moment où ils aperçoivent le renard, ils tentent de fuir seulement pour que le rusé lin leur aspire la moindre parcelle d'énergie, fixant son regard affamé sur notre jeune homme comme sa prochaine savoureuse collation. Juste au moment où le renard rusé s'avance vers Fang, il commence à se demander si c'est la fin pour lui, mais complètement à l'improviste, la bête se contente de le renifler. Fang réalise rapidement qu'elle a dû capter l'odeur de la pierre verte qu'il transportait et dans un geste désespéré pour sauver sa peau, il la jette sans y penser à 2 fois. Le renard semble tomber dans le piège et avale cette pierre ridiculement chère, mais juste au moment où Fang commence à penser qu'il a dupé la bête, celle-ci le fixe du regard et commence à le vider à une vitesse terrifiante. Pendant ce temps, le doyen de l'école regarde autour de la forêt, espérant que Fang n'a rien fait d'aussi stupide que d'entrer dans la tanière du renard, car il connaît le danger et réalise que cette créature rusée est sur le point d'atteindre le 8e rang, ce qui en ferait un véritable cauchemar à gérer. À ce moment-là, le renard cesse soudainement d'aspirer plus d'énergie et se retourne nonchalamment pour se recoucher à son endroit de sommeil habituel. Après avoir gaspillé la somme astronomique de 14 000 points d'arts martiaux et vidé chaque pierre d'énergie qu'il possédait, Fang s'enfuit de la zone, promettant au roi renard qu'il reviendra avec des repas encore plus savoureux comme ses guerriers, et juste au moment où il saute hors du territoire, riant comme un fou d'avoir survécu, 4 guerriers apparaissent juste devant lui. Sans perdre une seconde, notre guide les attire directement vers le renard, et une fois que la bête se régale de ses nouvelles collations fraîches, Fang s'élance à nouveau dans une autre course d'évasion folle. Quelque temps plus tard, Fang rencontre un groupe de guerriers complètement différents qui ne ressemblent en rien à ceux d'avant, et quand il aperçoit le totem qu'il porte, quelque chose lui semble étrangement familier, et il commence à se demander s'il prévoit d'attaquer Hope City. Décidant qu'il doit avertir la ville rapidement, Fang se décide à se précipiter, mais la seule issue est de traverser le territoire du roi renard. Sachant cela, il retourne à l'endroit de la bête et constate qu'elle a déjà fini de se régaler de tous les soldats. Réalisant qu'il ne peut rien faire d'autre, Fang reste là, laissant la bête drainer son énergie à nouveau. En regardant autour de lui, il aperçoit un gantelet près de l'un des guerriers et le montre au roi renard, lui demandant s'il peut le prendre pour chasser plus de repas pour lui.
À sa grande surprise, l'objet lui rapporte plus de 6000 milles de points et il commence à se demander si en collecter davantage pourrait améliorer son système. Avec l'approbation du roi renard, il repart une fois de plus et à ce moment-là, Fang a pratiquement transformé cette puissante bête en son propre code de triche personnel. Après avoir récupéré suffisamment de butin sur tous les guerriers tombés, il repart, prêt pour le prochain mouvement. Pendant ce temps, Lu arrive et découvre que son élève a disparu, mais avant qu'elle ne puisse trop réagir, Tang lui dit que la vraie priorité est maintenant de s'occuper de Taemin City. Et juste au moment où la dispute commence à s'échauffer, tout le monde aperçoit soudain notre jeune homme, sprintant, comme un fou vers eux et s'illumine instantanément de joie à son retour. Fang crie à l'aide en courant car ses guerriers sont juste derrière lui, et sans perdre de temps, Tang intervient et sauve notre jeune homme en se jetant dans un combat contre les guerriers de 5e rang. Le chef du groupe, réalisant qu'il n'est pas de taille, décide d'utiliser ses subordonnés comme appât et s'enfuit, mais Tang le poursuit, le rattrape rapidement et le bat avant de le laisser s'éloigner en boitant avec quelques os fissurés. Alors que tout le monde attend, Fang Ping apparaît enfin, tenant les médailles des guerriers des cavernes dans sa main, et crie fièrement qu'il n'a pas gâché la mission et a même réussi à tuer un guerrier de 5e rang au sommet. Liu découvre que son enfant a été envoyé en mission et devient furieuse contre le doyen, mais au moment où elle voit ses élèves sains et saufs, elle ne peut s'empêcher de sourire. Les soldats autour commencent à scander le nom de Fang et juste comme ça, il semble que notre homme soit officiellement devenu un visage connu. Plus tard ce jour-là, alors que Fang se fait soigner, Liu le réprimande pour avoir mis sa vie en jeu de la sorte, mais Fang change rapidement de sujet et commence à leur raconter ce qu'il a vu en s'échappant, ajoutant qu'il a le sentiment que Fate City pourrait être en grave danger. Les hauts gradés entendent cela et ne perdent pas une seconde, se précipitant pour préparer les défenses. Plus tard, des soldats de toute la base se rassemblent, tandis que les professeurs discutent de leur infériorité numérique et que l'ancien principal n'interviendra pas cette fois-ci, car son corps doré n'a presque plus d'invincibilité et l'utiliser maintenant pourrait lui coûter la vie. De retour à l'infirmerie, Su Mei dit à Fang qu'ils vont faire la guerre à l'armée souterraine et l'ambiance change alors que tout le monde devient sérieux, jusqu'à ce que Fu intervienne en disant que c'est l'occasion parfaite de monter en niveau comme jamais auparavant, ce qui enflamme instantanément les autres. Mais le professeur Lu lui dit de se calmer puisqu'il est blessé et Fu rétorque qu'il devrait arrêter de monopoliser l'attention comme un exhibitionniste en quête de gloire. Fang dit qu'il ne restera pas les bras croisés sachant qu'il pourrait tout perdre en un seul coup. Il admet qu'il a peur de mourir, mais perdre ses amis est pire, et il abattra l'âme de 2 villes, s'il le faut. Le professeur Lu le ramène alors à la réalité, lui rappelant que l'endroit grouille de monstres de 8e et 9e rang venus des abysses. Pourtant, Fang demande à Yongxi des pilules rajeunissantes et les avale comme si de rien n'était, tandis que Fu le prévient qu'il a de grandes responsabilités à assumer. Alors que Fang examine son arme usée, le capitaine apparaît et lui tend une lame de croissant de grade B récupérée sur l'un des ennemis qu'il a abattu. Avec cela, tout le monde s'équipe de matériel neuf, juste au moment où les renforts commencent à affluer par le portail. Au même moment, Fang réalise que les dégâts qu'il a subis dépassent largement la guérison. Donc sa seule chance est de passer directement au corps doré de 8e rang comme le principal, s'il veut avoir une chance dans ce combat. Poussé par cette pensée, il se fixe pour objectif de rattraper son aîné Wang après la percée. Plus tard, dans la salle de réunion, Kim se vante d'être l'un des 2 3e rangs appelés à l'aide, et le briefing commence avec Tang expliquant qui est leur cible. Quand Zhao Lei dit qu'il ne restera pas les bras croisés, le grand homme le fait taire, disant que même son pouvoir n'aura pas d'importance dans cette bataille et que la guerre n'est pas un terrain de jeu, donc ils doivent tous suivre leurs ordres à la lettre. Les soldats apportent ensuite 2 coffres remplis de pierres de restauration d'énergie, mais peu de temps après, un corps de guerre retentit et ils sont forcés de partir. Sur le champ de bataille, les guerriers des cavernes sont déjà déployés et prêts à frapper à tout moment. Le général déclare qu'il est temps pour l'humanité de riposter et tout le monde brise ses pierres d'énergie pour se recharger alors qu'une bataille aérienne massive éclate, chaque combattant se donnant à fond. Alors que les effrayants hommes des cavernes rampent sur les murs, ressemblant à de minuscules titans de charrette, Jiao Wen et Zhao Lei passent à l'action et montrent les résultats de leur entraînement. Au même moment, Yongse et son professeur Bai se battent côte à côte comme un duo dynamique, tandis que Fang et Fu prouvent qu'ils sont tout aussi impressionnants, se présentant comme la véritable équipe de rêve. Dos à dos, les deux repoussent l'essaim d'hommes des cavernes comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'un PNJ de 4e rang les prenne soudainement en embuscade. Mais avant qu'il n'aille loin, Qin intervient avec un sourire arrogant, disant à l'ennemi de s'en prendre à quelqu'un de sa taille, puis il va fort jusqu'à ce qu'il décide enfin de devenir sérieux. Lorsque le guerrier tente de riposter, Ken jette nonchalamment son épée en l'air et lui assène un coup de poing qui lui ôte toute dignité, l'envoyant voler directement dans la lame qui tombe et le transperce brutalement à l'impact. Après cela, les soldats rechargent les bolides et lancent des projectiles massifs pour anéantir les petites frappes et paralyser les approvisionnements ennemis, tandis que les instructeurs déchirent les guerriers de rang intermédiaire avec une facilité déconcertante. Cela pousse le général ennemi à bout et il charge directement Wu, laissant tout le monde incertain de ce qu'il faut faire alors que les 2 meilleurs combattants luttent pour tenir tête à des ennemis ayant un avantage de rang évident.
Alors que le capitaine évalue ses options, quelqu'un évoque l'utilisation du canon à énergie, mais il est immédiatement coupé car le tirer, même une seule fois, coûte des millions, ce qui le fait penser que cela pourrait être la fin pour Hope City. C'est alors que Fang voit le général ennemi maîtriser complètement Wu, et un par un, les plus forts de l'humanité commencent à tomber comme des mouches. Il essaie d'intervenir, mais Qin lui dit de se calmer car ils seraient réduits en miettes à leur faible niveau de puissance. Juste à ce moment-là, ils aperçoivent une explosion mortelle se dirigeant droit vers le professeur Lu, qui est sauvé à la dernière seconde par une attaque surprise qui s'avère provenir de l'ancien principal et de son escouade de vieux durs à cuire. Juste après cela, Anuk-Su et l'équipe du tournoi arrivent aussi. Après un rapide échange, les anciens musclés interviennent pour affronter le général ennemi et ses sbires avec style, et les étudiants sont galvanisés à l'idée de se joindre au combat et de faire leur part, alors que le principal lui arrache le bras comme si de rien n'était et insulte la mère de l'homme bête pour sa laideur. L'ennemi furieux se fait pousser un autre bras et riposte en coupant les tresses stylées du vieil homme. Il tire ensuite une rafale de décharge à travers le champ de bataille, éliminant plusieurs fantassins et faisant réaliser au principal que plus cela traîne, plus le nombre de morts de l'humanité augmentera. Voulant protéger la jeune génération, le vieil homme passe en mode ultra instinct, son aura dorée brillant plus que jamais alors qu'il affronte un général ennemi surpuissant, juste avant que l'homme bête ne s'élance dans les airs et ne lui lâche son coup ultime. Mais le vieil homme reste plus froid qu'un concombre et dit qu'il n'a pas cultivé un corps doré juste pour mourir tranquillement, puis charge droit devant et déchaîne toute son énergie restante dans un dernier éclat de gloire qui anéantit près de la moitié des forces ennemies dans l'explosion, forçant les guerriers des cavernes à battre en retraite. Tout le monde reste dans un silence stupéfait alors qu'il réalise que c'était la dernière fois qu'il verrait ce vieil homme absolument incroyable.